Mesdames, Messieurs, je vous prie tout d'abord de nous excuser pour le retard avec lequel nous commençons et surtout pour l'absence, pour l'instant encore, de mon co-conférencier qui, d'après les dernières nouvelles, est bloqué dans les tunnels à hauteur de Port de Namur et qui, manifestement, ne trouve pas le moyen d'arriver jusqu'ici puisqu'il semblerait qu'il y ait des problèmes de circulation. Mais donc, nous avons convenu que, puisque nous sommes quand même bien concertés sur cette dernière leçon, donc nous avons convenu que je vais commencer, même si, je dirais, dans un ordre logique et cohérent, c'est lui qui devait commencer. Mais voilà, pour ne plus vous faire attendre, nous allons commencer cette troisième leçon qui aborde véritablement le cœur, je dirais, de la thématique que nous avons choisi d'aborder pour cette série de conférences. Faut-il une lingua franca pour le droit ? Je vais directement donc avancer dans les slides pour arriver à ce qui est en réalité la deuxième partie. Pascal Ancel vous parlera de l'exemple du Luxembourg, du Grand-Duché du Luxembourg. Il enseigne au Grand-Duché du Luxembourg. Il a été très impressionné par le modèle linguistique et par la politique linguistique de ce petit pays. La question que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est en réalité une manière d'ouvrir le débat vers une question beaucoup plus large, qui est la question de savoir si on peut éventuellement exporter le modèle, entre guillemets, le terme est peut-être un peu provocateur, si nous pouvons exporter le modèle luxembourgeois vers l'Union européenne. Le professeur François Host disait que l'Europe pense en plusieurs langues. Et si nous regardons la carte de l'Europe, nous constatons en effet une diversité linguistique qui est un état de fait. Nous savons qu'il y a 24 langues officielles, mais à côté de ces 24 langues officielles de l'Union européenne, il y a également une septantaine de langues minoritaires. Et la question se pose donc comment l'Union européenne, en tant qu'organisation internationale, en tant qu'entité politique, comment l'Union européenne peut-elle gérer cette multitude de langues. Alors la question peut être posée à différents niveaux. Elle peut être posée au niveau des institutions de l'Union européenne elle-même. Elle doit certainement être posée de manière plus particulière concernant l'une de ces institutions qui est la Cour de justice de l'Union européenne. Et elle peut également être posée, je ne pense pas que nous aurons le temps d'aborder ce régime linguistique en détail, mais elle peut également être posée au niveau du Conseil de l'Europe, qui travaille d'une manière un peu différente et qui, évidemment, est aussi plus large en termes d'espace géographique. Alors, si on se place sur le terrain des institutions de l'Union européenne, on constatera qu'il existe un règlement. Et de manière assez intéressante, c'est le règlement numéro 1, qui date de 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne. En d'autres mots, la première chose, en termes de législation, que la Communauté économique européenne a faite, c'est déterminer son régime linguistique. Évidemment, à l'époque, il y avait 6 États membres, avec une majorité d'États membres francophones, ou en tout cas dans lesquels le français était une des langues officielles. La première disposition de ce règlement, modifiée à plusieurs reprises au fil des élargissements de l'Union européenne, porte que les langues officielles et les langues de travail des institutions de l'Union sont, et suit une énumération des 24 langues aujourd'hui, puisque le croate est la dernière langue officielle qui est venue s'y ajouter, suit donc une énumération des 24 langues officielles qui sont celles de l'Union européenne. La première remarque que l'on peut faire à propos de cette disposition, c'est que la disposition ne parle pas seulement des langues officielles, mais dit les langues officielles et les langues de travail de l'Union européenne sont. Ce qui n'est évidemment pas la même chose. Et on peut s'interroger sur le pourquoi parle-t-on à la fois des langues officielles et des langues de travail. Nous aurons l'occasion probablement d'en discuter plus tard. Après avoir proclamé qu'il y a donc 24 langues officielles, le règlement précise que les textes qui sont adressés par les institutions à un État membre
ou à une personne relevant de la juridiction d'un État membre, donc à un citoyen, un ressortissant, sont rédigés dans la langue de cet État. Ce qui veut dire que, potentiellement, ces actes peuvent être rédigés dans 24 langues ou doivent pouvoir être rédigés dans 24 langues différentes. Les règlements et les autres textes de portée générale, et on vise donc par là des textes de nature législative, sont rédigés dans les langues officielles. À nouveau, cela signifie que pour chaque texte législatif, il doit être disponible dans les 24 langues officielles. Le journal officiel de l'Union européenne paraît dans les langues officielles. Donc cela signifie que nous avons un journal officiel dans 24 langues différentes. Les institutions peuvent, alors vient une disposition assez intéressante, déterminer les modalités d'application de ce régime linguistique dans le règlement intérieur, ce qui semble tout de même laisser une certaine latitude aux institutions, une certaine liberté aux institutions quant à la manière dont elles vont gérer cette multitude linguistique, ce multilinguisme au sein même, dans leur fonctionnement interne. Et le régime linguistique de la procédure de la Cour de justice est déterminé dans le règlement de procédure de celle-ci. J'y reviendrai dans quelques instants. Voilà les quelques dispositions, quelque peu laconiques, de ce règlement numéro 1 de la Communauté économique européenne de l'époque, devenue aujourd'hui l'Union européenne. Cela ne nous apprend pas grand-chose, si ce n'est que on sait qu'il y a 24 langues officielles et que manifestement tout doit se faire dans ces 24 langues officielles. Et afin de déterminer le contenu précis de ces dispositions, de savoir ce qu'il faut exactement faire avec ces quelques dispositions lorsqu'on est confronté à une situation pratique, on peut se référer à la jurisprudence de la Cour de justice. La Cour de justice qui, à quelques reprises, a eu l'occasion de se prononcer dans ce domaine, de se prononcer sur les régimes linguistiques et plus particulièrement sur la question des obligations linguistiques des institutions européennes vis-à-vis des citoyens et vis-à-vis des États membres. Il y a notamment une affaire très intéressante dans laquelle, assez paradoxalement, la Cour ne s'est pas prononcée sur ces questions, mais l'affaire est intéressante parce que l'avocat général a pris des conclusions. Alors généralement, l'avocat général prend des conclusions pour éclairer la Cour quant au sens de la décision à prendre et quant au motif à adopter. Mais la Cour n'est pas obligée de suivre son avocat général. Et en l'espèce, elle n'a pas suivi son avocat général. Alors, l'avocat général préconisait ici que l'affaire soit déclarée recevable. Il y avait un motif d'irrecevabilité qui était invoqué. Et ensuite, analysant le fond du dossier, le fond du problème, se penchait sur les obligations linguistiques des institutions européennes. Or, dans cette affaire, la Cour de justice n'a donc pas suivi l'avocat général, a déclaré l'affaire irrecevable, de sorte qu'elle n'a jamais été amenée à se prononcer sur cette question d'obligation linguistique. Néanmoins, pourquoi est-ce que l'affaire est intéressante ? Parce que précisément, on a ces conclusions de l'avocat général et qui disent tout de même quelque chose, qui nous apportent un éclairage sur peut-être la manière dont il faut interpréter ces grands principes, ces quelques grands principes que l'on trouve dans le règlement numéro 1. Et en réalité, l'avocat général semble distinguer des obligations linguistiques dans 3 cas de figure différents. Il dit qu'il faut distinguer selon qu'il s'agit de communication générale de l'Union à l'égard des États membres et des citoyens, selon qu'il s'agit de rapports entre les administrations de l'Union et les États membres ou les citoyens, et enfin le fonctionnement interne. Alors si on se penche un tout petit peu sur ces 3 aspects, on constatera tout d'abord que pour ce qui est des communications générales de l'Union à l'égard des États membres et des citoyens, on vise donc en réalité les textes législatifs, les textes qui ont une valeur, qui ont une portée générale et qui doivent normalement concerner tous les ressortissants, tous les citoyens et tous les États membres. Pour ces communications générales, l'avocat général préconise un droit d'accès absolu, c'est-à-dire un droit d'accès à toutes les versions linguistiques. Chaque citoyen doit pouvoir accéder aux textes normatifs dans sa propre langue.
Il est très ferme là-dessus. Il y a donc une sorte de droit linguistique absolu et qui se justifie, selon l'avocat général, par le principe démocratique. L'accès au texte, les citoyens doivent avoir évidemment un accès aux textes qui sont censés régir leur vie. Par rapport à cette première idée, on trouve une confirmation dans la jurisprudence de la Cour de justice, dans la jurisprudence ultérieure, on trouve une confirmation de cette première idée, puisque, en effet, on constatera que la Cour de justice, dans des arrêts ultérieurs, n'admettra aucune restriction par rapport à ce principe-là. Donc le principe est très clair, les textes doivent être disponibles dans toutes les langues. Alors il y a une affaire où la question s'était posée qui concernait des textes normatifs en langue tchèque qui n'étaient pas encore disponibles. C'était après l'adhésion de la République tchèque, donc après cette adhésion à l'Union européenne. Et il y avait une réglementation provisoire qui prévoyait que, évidemment, ça prend un certain temps pour traduire tout l'acquis communautaire dans toutes les langues des nouveaux États membres, puisqu'il y avait plusieurs nouveaux États membres à l'époque. Et donc, il fallait prévoir 1 an ou 2 ans de temps transitoire pendant lesquels les textes ne seraient pas encore disponibles dans l'ensemble de ces nouvelles langues. Mais, qu'à cela ne tienne, on disait c'est pas grave parce que de toute façon les textes sont déjà disponibles en anglais, en français, en allemand, dans toutes ces autres langues sur les sites internet de l'Union européenne. On peut prendre connaissance de ces textes. Et en l'espèce, il s'agissait d'une amende qui a été appliquée à une société tchèque pour non-respect des droits de douane et qui, je vois avec plaisir que mon collègue a réussi à arriver jusqu'ici. Il s'agissait en l'espèce d'une société tchèque qui devait payer une amende en vertu du droit communautaire pour non-paiement de droits de douane. Et elle invoquait le fait que le texte qui prévoyait que ces droits de douane étaient dus était un texte qui n'avait pas été traduit en langue tchèque et que donc elle ne devait pas en tenir compte. L'argument contraire était alors de dire oui, mais vous pouviez en prendre connaissance puisque le texte est disponible en anglais, le texte est disponible en français, etc. Et la Cour de justice, dans une décision très ferme, a déclaré cette réglementation inopposable à la société tchèque. En d'autres mots, on ne pouvait pas lui appliquer cette réglementation puisqu'elle n'était toujours pas traduite en langue tchèque. Donc là, il apparaît très clairement qu'il n'y a aucune restriction possible. Alors on aurait pu le justifier, tenter de justifier la solution législative ici en disant mais elle peut en prendre connaissance dans une autre langue. Ça ne suffit pas. Il y a un temps qui est nécessaire pour la traduction, ça n'est pas non plus un motif suffisant. Tout doit être immédiatement disponible dans toutes les langues. Le principe est très clair. S'agissant des rapports entre les administrations de l'Union et les États membres ou citoyens, lorsque vous vous adressez à une administration, normalement, vous devez pouvoir vous adresser à cette administration dans la langue qui est la vôtre. Mais ici, l'avocat général, dans l'affaire que je citais il y a un instant, estimait que les droits linguistiques doivent supporter certaines restrictions qui sont fondées sur des nécessités administratives, ou qui peuvent en tout cas être fondées sur des nécessités administratives. Et donc, il peut y avoir une différence de traitement des langues officielles, pour autant que, et il y a tout de même une condition qui est avancée ici par l'avocat général, pour autant que cette différence de traitement soit appropriée et proportionnelle. En d'autres mots, qu'on ne peut pas faire autrement, et qu'on a de bons motifs pour admettre cette différence de traitement. Pas encore véritablement de décision de la Cour de justice sur ce cas de figure-là. En revanche, sur le troisième cas de figure, lorsqu'il s'agit du fonctionnement interne, on a vu que, s'agissant du fonctionnement interne, le règlement offre une certaine liberté aux institutions européennes, puisqu'elles peuvent en réalité réglementer ces questions de régime linguistique en interne. Et donc, là, l'avocat général préconise effectivement cette autonomie fonctionnelle qui découle directement du texte, en réalité, mais admet également ou considère que les restrictions que cette autonomie fonctionnelle peut impliquer
par rapport à une stricte égalité de l'ensemble des langues officielles, ces restrictions doivent pouvoir être justifiées par les besoins de l'organe concerné. Alors ces besoins peuvent être des motifs très différents, très divers. On peut imaginer, sont cités notamment par l'avocat général, l'histoire de l'institution concernée, son siège géographique, etc., etc. Et il rajoute qu'il y a par ailleurs une autre dimension qu'il ne faut pas perdre de vue. Lorsqu'on parle du fonctionnement interne, il y a tout de même une question d'accès aux emplois publics. Lorsqu'on publie une vacance, faut-il la publier dans toutes les langues ? Est-ce qu'on peut exiger la connaissance des candidats de certaines langues par rapport à d'autres langues ? Et sur cette dernière question, sur le fonctionnement interne, on constate qu'il y a aussi, entre-temps, donc depuis cette affaire de 2004, qu'il y a eu plusieurs décisions de la Cour de justice qui admettent effectivement, qui admettent des restrictions. Voilà, il peut y avoir des restrictions par rapport à un principe strict d'égalité, donc on peut mettre en avant telle ou telle langue, mais toujours pour autant que ces restrictions soient justifiées par les besoins de l'organe concerné. Et donc, ce qui ressort de cette jurisprudence et qui me paraît fondamental, c'est qu'on ne peut pas simplement se contenter de dire « telle est la pratique ». La pratique, par exemple, c'est que notre langue de travail soit le français dans le fonctionnement interne. Si seul le français est la langue de travail dans le fonctionnement interne, il faut le justifier par rapport à des motifs et il doit donc y avoir un document, un règlement interne, généralement c'est le règlement interne, qui préconise que pour tel et tel motif, c'est la langue de travail ou c'est la langue du fonctionnement interne ou, par exemple, lorsqu'il s'agit de l'accès aux emplois publics, on peut imaginer qu'il y ait des exigences professionnelles particulières pour tel ou tel type de fonction, mais cela doit apparaître quelque part. Pourquoi ? Parce que si cela n'apparaît pas, on ne peut pas le contester. Et si on ne peut pas le contester, on ne peut pas, en d'autres mots, véritablement y voir une véritable valeur juridique. Donc, pour que ça ait une valeur juridique, il faut que ce soit précisé expressément quelque part. S'agissant de la Cour de justice de l'Union européenne, alors évidemment, là, il y a une dimension supplémentaire, puisqu'il y a la question de la langue de la procédure. Et pour la question de la langue de la procédure, toute langue officielle peut être langue de la procédure. En d'autres mots, la procédure peut être menée en croate, en finlandais, en danois. Toute langue officielle peut être langue de la procédure. Alors, comment va-t-on savoir quelle est la langue de la procédure ? En principe, c'est le choix du demandeur, sauf lorsqu'il agit contre un État membre ou contre un ressortissant d'un État membre, auquel cas, ce sera la langue officielle du défendeur. Et si le défendeur est un État membre avec plusieurs langues officielles, dans ce cas, le demandeur aura à nouveau le choix entre ces langues officielles de l'État défendeur. Une dérogation est possible, mais il faut une autorisation du président de la Cour de justice et la demande doit être c'est uniquement sur une demande conjointe des parties. Si les deux parties sont d'accord que la langue de la procédure soit une autre langue, officielle bien entendu, elles peuvent le demander et le président peut, pour des motifs exceptionnels, l'autoriser. C'est relativement rare que ce soit autorisé. Étant donné que la langue de la procédure doit être une des langues officielles, ça vise évidemment aussi tous les écrits qui sont échangés, les écrits dans lesquels on échange les arguments, mais aussi les plaidoiries. Ça veut dire qu'une fois que la langue de la procédure est déterminée, on s'en tient à cette langue-là. Et donc, si dès le départ, la langue de la procédure est le finlandais, tous les écrits devront être échangés en finlandais et les plaidoiries auront également lieu en finlandais. Bien entendu, avec ce que cela implique comme lot de traduction, puisque les pièces ne seront peut-être pas nécessairement en finlandais, mais peuvent être en allemand, en italien, ça dépendra un peu du dossier. Et il faudra donc traduire l'ensemble de ces pièces. Bon, si c'est des pièces extrêmement volumineuses, la Cour de justice a tout de même la possibilité de dire qu'il ne faut traduire qu'une partie, puisque je crois que le budget traduction est déjà suffisamment important comme ça.
Et s'il s'agit de faire comparaître des témoins ou d'entendre des experts qui ne maîtrisent pas la langue de la procédure, mais là, on fera appel à des interprètes. Quant aux membres de la Cour elle-même, on ne peut évidemment pas s'attendre à ce que tous les membres de la Cour de justice connaissent toutes les langues officielles. Et donc, les membres de la Cour de justice sont autorisés à utiliser une langue différente de la langue de la procédure et peuvent notamment intervenir, interpeller les avocats, peuvent diriger les débats dans une langue autre que la langue de la procédure. S'agissant des États membres, bien entendu, les États membres ne peuvent intervenir que dans les langues officielles qui sont les leurs. Mais alors, de manière assez intéressante, on constate tout de même que la langue de fonctionnement interne, et notamment lorsque les juges délibèrent entre eux, de manière générale, la langue de fonctionnement interne, la langue de travail à la Cour, c'est le français. C'est le français pour des raisons historiques, puisque à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, le français était la langue véhiculaire de la diplomatie. Ça, c'est donc le système de la Cour de justice de l'Union européenne, bon, résumé bien entendu, mais tout de même avec un certain nombre de principes importants. Alors si on prend un peu de recul par rapport à ce système de l'Union européenne dans lequel on a donc 24 langues officielles et que tout doit pouvoir se faire dans les 24 langues, je crois qu'il y a plusieurs réflexions qui s'imposent. Premièrement, on pourrait considérer que c'est une richesse, notamment dans le travail législatif, dans le travail d'élaboration des lois. On l'a déjà vu quand on a parlé lors de la première leçon de la publication des lois dans plusieurs langues à partir des exemples belges et suisses. Et on peut en tirer le meilleur lorsque notamment on s'assure que la traduction fasse réellement partie du processus législatif et politique et que tous les textes sont élaborés simultanément en plusieurs langues. D'ailleurs, je dirais d'un point de vue politique, ça offre également un certain avantage, puisque parfois il y a des divergences dans les traductions, mais qui sont des divergences voulues pour que chacun puisse mieux vendre le texte dans le pays originaire. Malheureusement, c'est un peu illusoire de croire que la traduction fasse réellement partie du processus législatif et politique, en tout cas avec 24 langues officielles. Il est illusoire de croire que tous les textes sont élaborés simultanément en finlandais, croate, néerlandais, allemand, anglais, etc., etc. Et on sait très bien que dans le fonctionnement pratique, souvent, il y a une version initiale qui le plus souvent est une version en anglais, et qu'à partir de là, on commence tout un travail de va-et-vient, de rédaction des textes, et parfois aussi de traduction qui est parfois partiellement concomitante, ou en tout cas pour certaines parties parce qu'elle soulève des difficultés politiques. Donc la réalité est malheureusement un peu plus complexe. La particularité dont il faut tenir compte ici aussi, et qui est une difficulté, c'est la difficulté dont Mathieu Devina vous a parlé la dernière fois, lorsqu'il a parlé du fait que le Canada, ce n'est pas seulement le bilinguisme, mais c'est aussi le bijuridisme. On doit tenir compte du fait qu'on a deux systèmes juridiques différents. Ici, nous avons le bijuridisme multiplié par 14. Donc, ça rend évidemment les choses beaucoup plus complexes parce que la traduction, c'est une chose, mais est-ce qu'on a réellement tenu compte des concepts tels qu'ils sont caractérisés dans tel ou tel système juridique, sachant que nous avons, même si on peut opérer certains regroupements, mais pour certaines questions, on a véritablement 28 systèmes juridiques différents. Alors tout cela, évidemment, a un coût, et je pense que cette question ne peut pas être tout à fait absente du débat. La question du coût exact en termes de traduction et d'interprétation est un grand mystère en réalité. Il est extrêmement difficile de trouver des données chiffrées précises là-dessus. Alors il est vrai qu'il y a un coût direct, mais il y a aussi tout un coût indirect, le fait qu'il faut construire des cabines pour les interprètes, etc. Donc c'est parfois extrêmement difficile d'évaluer ce coût. Mais il apparaît en tout cas que les dépenses d'interprétation et de traduction représentent un tiers du budget dépenses administratives des différentes institutions européennes, avec une exception qui est la Cour de justice de l'Union européenne, où ces dépenses représentent 80%
du budget des dépenses administratives, 80%. Ça donne tout de même une idée du coût qui est évalué en tout cas en plusieurs milliards d'euros chaque année. On parle aussi on cite parfois des chiffres, mais encore une fois, tout ça est très relatif, on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Mais un des chiffres que j'ai notamment vu, c'est qu'on parle d'une traduction de plus ou moins 2 millions de pages par an. Mais voilà, c'est un chiffre comme ça qui est lancé. Il est certain, il y a une chose qui est certaine en tout cas, c'est que le coût est extrêmement élevé, le coût de ce multilinguisme. Et enfin, on peut se poser la question, puisqu'il y a une question qui revient souvent lorsqu'on parle de l'Union européenne, qui est celle du déficit démocratique. Bien entendu, parler de déficit démocratique suppose déjà qu'on puisse franchir un pas que nous n'avons peut-être pas nécessairement franchi au sein de l'Union européenne, celui de considérer l'Union européenne comme un État et pas comme une agglomération d'États démocratiques. Si tant est qu'on considère que l'Union européenne est un État, alors il y a peut-être un déficit démocratique. Est-ce que ce déficit démocratique n'est pas renforcé par le fait que nous n'avons pas une langue commune? Je m'explique. Il est extrêmement difficile d'avoir un débat lorsque nous avons des élections européennes entre un candidat finlandais et un candidat italien, si ce n'est qu'on peut avoir le débat peut-être en anglais, à condition que les deux candidats parlent l'anglais et que toutes les personnes qui doivent écouter ce débat ou qui veulent écouter ce débat comprennent également l'anglais. Même chose au Parlement européen. Il est extrêmement difficile d'avoir des véritables débats parlementaires comme nous les connaissons, avec dans certains pays aussi un peu le rituel de l'éloquence, de certaines expressions, de parfois l'humour qu'on veut manier. Comment voulez-vous manier l'humour lorsqu'il y a ensuite 2 traductions successives? On dit généralement au Parlement européen que lorsqu'un Français raconte une blague, les Danois sont les derniers à rire. Je pense que ce sont des questions qui sont légitimes et qui soulèvent en tout cas qui soulève un problème dans le fonctionnement actuel. Est-ce que cela signifie qu'il y a d'autres solutions? Nous en débattrons aujourd'hui, mais en tout cas, je pense qu'il faut avoir ces différents éléments à l'esprit dans le débat. Alors, lorsque on parle de langue, peut-être qu'il faut aussi s'en tenir à ce qui a parfois été publié dans le domaine linguistique, où on parle aussi quand on parle de l'usage des langues, on utilise une image de cercle concentrique où vous avez en réalité au centre une langue qui serait hypercentrale, qui est évidemment l'anglais, vous l'aurez compris, et puis autour de ça gravitent un certain nombre de langues centrales, un peu moins centrales quand même, comme le français, l'allemand, l'espagnol, des langues qui ont quand même une certaine importance. Et puis autour de cela gravitent des centaines d'autres langues, voire si on se place bien entendu sur un terrain plus mondial, des milliers d'autres langues. Et la question alors serait de savoir si, dans ce débat, on ne pourrait pas simplement changer de cercle, si au lieu d'être dans le cercle extérieur, parce que ce que nous avons vu en réalité, le fonctionnement de l'Union européenne aujourd'hui, c'est que nous sommes dans le cercle tout à fait extérieur. Toutes les langues officielles, et encore on ne parle pas des langues minoritaires, mais toutes les langues officielles doivent être prises en compte de la même manière. La question c'est, est-ce que nous pouvons plutôt nous rapprocher vers le centre? Est-ce que nous pouvons plutôt travailler sur quelques langues centrales, voire même sur une langue hypercentrale qui serait alors une lingua franca? La question est donc posée, faut-il une lingua franca? Des définitions de ce qu'est une lingua franca existent en nombre. Lorsque vous ouvrez les dictionnaires, vous en trouvez différentes, mais pour les besoins, je dirais, de notre propos, on parlera ici d'une langue véhiculaire permettant une compréhension mutuelle entre des personnes parlant différentes langues maternelles. Et vous verrez que je n'ai pas indiqué si la langue véhiculaire est une des langues maternelles de l'une ou l'autre des parties concernées, puisque c'est une question que je préfère laisser ouverte à ce stade. La question de la lingua franca n'est pas neuve, puisque si on remonte l'histoire, on constate tout d'abord que plus ou moins en 600 et 700 avant notre ère,
au Moyen-Orient, l'araméen était déjà une véritable lingua franca qui était utilisée dans la diplomatie et entre les commerçants. Lorsque vint l'Empire romain, vous savez très bien que le latin devient très rapidement une lingua franca qui d'ailleurs survit à cet empire. Et avec cette particularité que le latin n'était la langue de personne en réalité. Et puis, un exemple que j'aime bien citer parce que je pense que c'est une situation intéressante et qui mériterait d'être investiguée davantage, c'est l'Empire des Habsbourg. L'Empire des Habsbourg qui, en réalité, à certains égards, a quand même beaucoup de ressemblances avec notre Union européenne d'aujourd'hui. On constate qu'il y a des peuples très différents. C'est une agglomération de peuples très différents, avec néanmoins une certaine forme de pouvoir central. Et on constate que déjà au XIXe siècle, lorsque cet empire subit des transformations très importantes dans son régime politique, dans sa structuration politique, il y a des questions de régime linguistique qui se posent et qui sont abordées, et notamment au sein des juridictions, tout en proclamant par ailleurs une certaine égalité des langues. Au sein des juridictions, on constate que l'allemand sera utilisé comme la lingua franca. Donc, ces questions ne sont pas si neuves que ça. Et l'histoire mériterait peut-être d'être investiguée davantage pour des questions comme celle de régime linguistique. Mais je voudrais maintenant céder la parole à mon collègue Pascal Ancel, qui va maintenant vous parler un tout petit peu d'abord du Luxembourg, du Grand-Duché du Luxembourg. Alors Pascal Ancel est professeur à l'Université du Luxembourg, et je crois qu'il y a cette particularité d'être un professeur français à l'Université du Luxembourg, qui n'est peut-être pas tant que ça une particularité, mais il incarne aussi à lui seul, en tout cas un modèle plurilingue, puisqu'il parle très bien le français, l'allemand et l'anglais, et peut-être, nous le saurons aujourd'hui, il dévoilera peut-être le mystère, peut-être qu'il parle aussi un tout petit peu de luxembourgeois. Pascal, je te cède la parole volontairement.